Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On a plus d'ouverture de positions longues et je vous le confirme aussi depuis plusieurs jours, on voit que sur les données ici de CoinGlass Legend, on a le funding qui monte et les positions qui montent. Donc en gros, on a des gens bullish qui se disent bon, un petit rallye de fin d'année, voilà, ben oui, s'il y a des gens qui ouvrent des nouveaux contrats longs, ils pensent que le Bitcoin va pousser. Bon, maintenant, le marché, il peut aller les chercher aussi, hein, si le marché est vilain pour la fin d'année. On a une deuxième chose cette fois, c'est les contrats-options qui ont une expiration à une date donnée. Ça, c'est pas des perpétuels, c'est une date donnée. Et donc, on a aussi une expiration qui est quand même gigantesque. Hein. C'est prévu pour ce vendredi-là, le 26 décembre, plus de 23 milliards de dollars ces contrats-options Bitcoin. C'est l'une des plus importantes clôtures, expirations jamais enregistrées pour le Bitcoin. Donc, c'est gros. Alors, faut savoir que oui, alors les gens ont parié bien avant, hein, depuis le début de l'année. Et il y a beaucoup d'options d'achat call ou des contrats longs qui se regroupent entre 100 et 120 000 dollars. Dans cette phase de fin d'année, de fin de cycle de 5 ans, avec des augmentations de vente sur les OG, donc c'est-à-dire les anciens qui détiennent du Bitcoin, forcément on a une pression qui est beaucoup plus importante sur BTC que ailleurs. Et forcément, quand on a une instabilité et un pricing de la peur générale sur 2026, BTC n'est pas là où on va se jeter. Et même, c'est exactement ce que l'on voit au niveau des institutionnels, où on voit qu'on a des outflows, des sorties sur les ETF de BTC. Gardez bien ça en tête parce qu'on va revenir dessus, mais on a eu quand même 4 jours de sortie avec à peu près 150 millions en moyenne qui sont sortis systématiquement tous les jours sur les 4 derniers jours. Donc on a vraiment un pricing globalement pour la fin d'année et je pense que ça va s'accélérer. Analyse on-chain, ce qu'on voit là, sur le long et short-term holder supply, profit-loss, quand on voit des pics comme ça, et c'est ce que nous dit ici Quinten, quand on voit des pics, c'est pas sur des tops, c'est sur des bottoms plutôt, comme là lors du bear market, plutôt des bear market ou du crash Covid. C'est sur des moments de bottom, c'est sur des moments plutôt de capitulation, et en tout cas pas du tout sur les tops. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça dépend des indicateurs qu'on regarde, hein. Mais c'est un élément intéressant à prendre en compte, comme celui-ci également, les holders long terme de BTC qui vendent. On voit avec cette saignée ici en rouge, c'est eux qui ont provoqué la chute du prix de Bitcoin là depuis 2 mois et demi même. Et ça n'en finit plus. Ils vendent, et ils vendent aussi parce qu'ils sont habitués à ces cycles de 4 ans. Ces cycles de 4 ans qui, jusqu'ici, précédemment, s'alignaient avec le business cycle. Alors ça leur donne plutôt raison de vendre, c'est plutôt logique, mais c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. En tout cas, ça provoque la chute du prix. Mais à l'inverse, il y en a d'autres qui accumulent, et on a assisté à la plus forte accumulation mensuelle de Bitcoin en 13 ans quand même. Et là, on remonte justement au temps des OG. Serait-ce les institutionnels qui rachètent justement aux OG de BTC? On peut se poser la question. On a aussi les mineurs sont en train de capituler. C'est Van Eck, les analystes de Van Eck qui nous disent ça. On a le taux de hachage du Bitcoin qui a encore diminué de 4% ce mois-ci. Alors c'est plutôt aussi positif parce que la captation des mineurs, c'est plutôt haussier sur le long terme. Et Van Eck qui nous disent, les analystes en tout cas de chez eux, lorsque la compression du taux d'hachage persiste sur de longues périodes, les rendements positifs futurs ont tendance à se produire plus souvent qu'une grande ampleur. En gros, il nous dit, voilà, on a analysé les baisses des taux de hachage sur la blockchain Bitcoin depuis 2014, sur les rendements prévisionnels à 90 jours du Bitcoin, ont été positifs dans 65% des cas lorsque le taux d'hachage a diminué les 30 jours précédents. Donc en gros, lorsqu'on a un taux de hachage qui diminue, que les mineurs, ils sont pas très jolis, dans les 90 jours qui suivent, boum, ça pousse, c'est l'idée. Bon, donc c'est pour ça qu'ils sont plutôt, eux, optimistes pour le Bitcoin. D'ailleurs, je vous rappelle, 2022, les meilleurs moments pour acheter, c'était justement quand plus personne n'y croyait, quand on avait la chute de FTX, Terra Luna et tout le bordel. Là, les gens ont l'impression que c'est la fin du monde, mais si on regarde, là, si je vous mets la courbe Bitcoin USD, c'est ce que je vous ai dit, c'est la fin du monde, mais on est encore très très loin d'un scénario catastrophe de ce qu'on avait connu par le passé, quoi. Donc, ces green dots, ces points verts, ça correspond à des réserves stratégiques pour pouvoir permettre à MicroStrategy d'avoir du cash disponible et de pouvoir répondre à ses obligations court terme si jamais le Bitcoin était amené à perdre trop de valorisation pendant trop longtemps. Et donc là, ils ont fait une réserve de 1,4 milliard en cash, qui est une réserve à peu près de 12 mois de dividendes. Et ils veulent en créer beaucoup plus. L'idée, je crois, de ce que j'avais vu et qu'ils expliquent dans cette présentation-là, ils expliquent qu'ils veulent faire une réserve un peu plus de 20 mois de côté. Et que donc, en fait, voilà, ils se disent que derrière, ils ont un gros turbo qui est Bitcoin, mais que derrière, ils créent du fuel
pour se protéger, pour pouvoir fournir des dividendes avec toutes les différentes levées de fonds et tous les différents produits structurés qu'ils ont lancés en fait aujourd'hui. Pour y jeter un coup d'œil, ils expliquent très bien le truc. Et moi, je trouve que c'est une décision qui est plutôt bonne, en fait, pour le coup. La crypto, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on n'a pas vraiment de moment où finalement rien ne se passe. Je pense que cette notion de cycle a changé. Il y a beaucoup plus de flux institutionnels. Il y a des fonds de pension. Il y a énormément de nouveaux acteurs, finalement, qui sont sur le marché. La réglementation, inéluctablement, ralentit l'innovation. On se retrouve avec des régulateurs qui essaient de réguler la crypto de la même manière qu'ils régulent la finance traditionnelle. La dernière version de MiCA est beaucoup plus stricte que la première. Je pense qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient avoir de l'intérêt sur leur Bitcoin. On a maintenant lancé un modèle de prévision de cours sur les 10 prochaines années. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à comprendre comment est-ce que ça peut vraiment changer leur vie. Effectivement, déjà pour confirmer mon opinion sur le sujet, c'est que je pense que, on disait tout à l'heure, l'Europe a choisi de se diriger vers l'euro numérique de détail. Je ne pense pas. Je pense que la réalité un peu plus brutale, entre guillemets, c'est que Christine Lagarde a décidé d'avancer vers l'euro numérique de détail. Et je ne sais pas, comme Grégory l'a dit, si elle a réuni un consensus autour d'elle suffisant, ni qu'elle a consulté les citoyens, ni que le Parlement européen, pour l'instant, se soit prononcé sur le sujet. En revanche, j'allais dire, peut-être en contraposé, l'espoir, c'est que éventuellement, au fur et à mesure d'une poussée pour mettre en place quasiment au forceps cet euro numérique, peut-être qu'on arrivera à avoir un débat en Europe sur, de manière générale, la vie privée, la réglementation financière, son caractère invasif dans la vie des gens. Ça, j'allais dire, ce serait une externalité positive de ce débat-là. On va passer tout de suite à Polymarket. Polymarket, le marché de prédiction, qui a eu quelques problèmes dernièrement. Il faut savoir que Polygon a un peu bugué et du coup, les utilisateurs n'ont pas pu utiliser Polymarket pendant un certain temps. Et en fait, il y a un membre de l'équipe de Polymarket qui a dit que ils étaient en train de travailler sur un L2. Donc Polymarket va se transformer d'une application présente sur Polygon à un vrai Layer 2 construit sur Ethereum. Pour mieux contrôler les problématiques et la blockchain. Et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus de projets veulent lancer leur propre blockchain et ils choisissent un L2 parce qu'ils n'ont pas à réinventer un certain nombre de choses, ils profitent de la sécurité du réseau Ethereum et un certain nombre d'autres choses. Donc ça arrive bientôt. Le volume a vraiment explosé ces derniers temps sur Polymarket parce qu'il y a une plus grande utilisation du réseau, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de farmers d'airdrop, des gens qui veulent profiter de l'airdrop de Polymarket. Il y a aussi pas mal de gens qui font du trading et qui a de plus en plus de produits qui ont été lancés sur Polymarket qui fait qu'il y a de plus en plus d'utilité. Quelque chose d'excessivement important que vous devez savoir si jamais vous êtes client de Waltio. Alors c'est pas encore confirmé, ils ont pas communiqué dessus, en tout cas je suis allé sur Twitter, il y a rien dessus, mais ce post traîne déjà depuis quelques heures absolument partout, c'est le fait que Waltio a été hacké en décembre 2025 et il y a le nom, l'email, les téléphones et la residency qui sont disponibles. Donc faites très attention si vous êtes justement client Waltio, vous risquez de recevoir peut-être un petit coup de téléphone qui risque d'essayer de vous arnaquer. Donc faites très très attention. Non, ce ne sera pas un cadeau de Noël. Non, ce ne sera pas le Père Noël. Ce sera bien l'inverse, justement. On va beaucoup en parler de ce sujet-là, mais surtout des propos de Scott Aaronson, l'un des physiciens quantiques les plus respectés au monde. Et c'est là que le débat, il devient intéressant. Parce que beaucoup ont eu l'impression que sur la base d'un petit PowerPoint rempli de citations parfois sorties de leur contexte, certains investisseurs avaient décidé de vendre massivement leur Bitcoin. Puis il y a eu un autre analyste, Troy Cross, qui lui a formulé le problème de façon beaucoup plus fine. Selon lui, le danger n'est pas tant l'informatique quantique elle-même que la perception du risque et la perception de ce risque. Je sais pas si ma phrase est correcte. Ça peut paraître un petit peu abstrait, ça peut paraître un petit peu Inception, mais je vais m'expliquer parce que pour moi c'est fondamental et on va expliquer ce que je veux dire par là. Si suffisamment d'investisseurs pensent qu'il y a un danger, alors ce danger devient réel pour le prix, même s'il ne l'est pas technologiquement. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair. Et c'est exactement ce que Saylor a compris. S'il a tweeté sur le sujet, c'est pas parce qu'un ordinateur quantique capable de casser le Bitcoin existera demain matin. C'est pas ça. Il a pas tweeté pour ça. Il a tweeté parce qu'il voit des investisseurs sérieux, comme Luke Gromen, qui perçoivent ce risque comme crédible. Ce qui m'a frappé,
c'est ce qui se passait dans l'ombre pendant que le monde enterrait Solana. Pendant que les analystes écrivaient des articles cinglants, les ingénieurs réparaient le code. Alors que les traders paniquaient, les développeurs continuaient à créer des applications. Alors que la communauté cryptographique se moquait de la pièce morte, quelqu'un l'achetait discrètement pour 10 $ l'unité. En septembre de l'année 2023, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Visa, oui, la même Visa qui traite les paiements dans le monde entier, a annoncé un partenariat avec Solana, pas avec Bitcoin, pas avec Ethereum, avec un projet que tout le monde croyait mort il y a un an. Et en janvier 2025, Solana a atteint un nouveau sommet historique de près de 300 $ par pièce. Ceux qui l'ont acheté au plus bas pour 8 $ ont multiplié leur investissement par près de 40. Mais il ne s'agit pas d'une réussite. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Parce que derrière chaque ascension, il y a une chute. Derrière chaque résurrection, il y a des cicatrices qui n'ont jamais disparu. Et derrière chaque beau chiffre du graphique, il y a des gens qui ont tout perdu. Enchaînons avec l'actualité suivante. On va parler maintenant donc de 2025, étant donné que les flux combinés vers les ETF spot, donc BTC et Ethereum, ont atteint 31 milliards $, avec le BTC capturant 70 voire 85% des parts de marché des ETF crypto. Cependant, l'Ethereum a progressé. Bon, il a gagné du terrain, passant de 15 à 30% des parts, reflétant donc une acceptation institutionnelle croissante. Les volumes des ETF Bitcoin ont chuté en décembre et les holdings publics d'Ethereum ont augmenté de 5,9 millions d'ETH, dont 590 000 acquis par Bitmain Immersion. Les actifs de longue traîne comme le XRP ou le Sol restent marginaux en raison de leur approbation tardive. Cette dominance persistante du Bitcoin renforce son rôle comme une entrée institutionnelle principale, tandis que la croissance d'Ethereum signale une diversification progressive. Bitmain viennent d'acheter 300 millions de $ d'Ether. Chaque semaine, on a l'impression qu'ils achètent des centaines de millions de dollars d'Ether. Ils ont dépassé les 4 millions d'Ether, pardon. On peut le voir ici. Ils ont un peu plus de 4 millions d'Ether, 12 milliards de dollars. Ils sont à 3,36% de la supply d'Ether. Leur objectif est de 5%. Et on peut le voir chaque semaine, ils achètent environ 100 000 Ether. 29 novembre, 100 000 Ether. Le 5 décembre, on a eu encore 138 000 Ether. Le 12 décembre, 100 000. Le 19 décembre, 100 000. Ils accumulent vraiment beaucoup d'Ether depuis l'été en fait, et ça continue. Ils sont pas le premier. Sharplink s'est lancé avant Bitmain, mais Bitmain a été beaucoup plus rapide. Je sais pas si vous voyez la contradiction. Les métaux précieux explosent parce que les gros poissons ont une peur bleue du risque obligataire, mais personne n'ose le dire tout haut. La VIX est au tapis, mais c'est le calme plat avant la tempête. On achète des records sans aucune conviction, les poches pleines de cash et les yeux fixés sur la porte de sortie, juste au cas où l'escalier commencerait à s'effondrer. Ce matin, le S&P 500 n'est plus qu'à 0,6% de son record absolu. Une séance de plus à glander comme ça, et c'est plié. Pendant ce temps, l'Europe attend le Père Noël, le Japon s'excite tout seul, plus 1,5% ce matin, le Bitcoin bloque sous les 90 000 $ et l'or trône fièrement à 4 500 $. Sur le marché PERP, je vous ai mis les niveaux ici. Si le marché n'arrive pas à réagir dans cette zone de fair value gap, juste là, ça c'est vraiment une zone de prix qu'on peut essayer de maintenir pour retourner plus haut. Si jamais le marché s'affranchit de cette zone, assez rapidement, il ira déclencher le prochain point d'intérêt qui est le plus bas de la semaine passée, sous les 84 400, et on voit qu'on est venu prendre le sommet de la semaine passée. Donc théoriquement, si le prix reste dans cette dynamique baissière, son objectif, ça sera de venir récupérer le plus bas de la semaine passée. Mais ça, c'est pas le plus important, parce qu'en fait, on reste dans notre range encore une fois. On voit que le marché est clairement en train de ranger ici, et c'est la résolution du range qui va être importante et intéressante. Je veux dire, le prix, là, il peut clairement prendre les stops, remonter, reprendre les stops de ce sommet weekly la semaine prochaine et faire ça indéfiniment. Tant qu'il n'y a pas de résolution du range, il ne se passera rien sur BTC. Et ça, faut bien le comprendre. Et pour avoir une résolution de range, le mieux du mieux, ce serait d'abord de chasser les stops au sud. Si par exemple BTC faisait ça serait positif pour avoir une vraie cassure dans l'autre sens et peut-être relancer quelque chose d'haussier. Si jamais on s'amuse à faire quelque chose comme ça et qu'on réintègre, ça serait vraiment annonciateur d'une continuation baissière. Donc j'ai envie de vous dire, le mieux du mieux, ce serait de s'amuser à récupérer les stops des acheteurs au sud pour ensuite casser au nord. Parce que là, ce qu'on voit, c'est plutôt de la distribution. La médiane, vous voyez, qui est également assez pertinente. C'est d'ailleurs elle qui a bloqué ici. Vous voyez, la faiblesse, on n'est même pas venu la rejoindre ici sur la dernière poussée. Ça montre un signe de faiblesse. Et on a un niveau très important, ce niveau-là, avec les deux tops ici, le top ici, le support ici. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 jolis points de contact. Donc, c'est
naturellement un gros niveau de support. Si on casse ce niveau de support, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas. Alors un petit peu plus bas, hein, c'est un petit peu plus bas par rapport au bas du support, mais par rapport à maintenant, ça nous fait quand même aux alentours de 30%. 30% de chute. J'aurais tendance à penser que c'est la deuxième option. Le Bitcoin va rattraper son retard, ce serait mon scénario de base. Cependant, on sait bel et bien que quelque chose a basculé le 10 octobre. Regardez ça. Jusqu'au 10 octobre, l'or, la bourse, l'argent, le palladium, tous les autres marchés se portaient bien, forcément les cryptos également. Vous pouvez voir que leur cours montait, mais le Bitcoin était en train de rattraper son retard. Le Bitcoin connaissait des périodes de stagnation, d'autres de hausse, mais il finissait toujours par rattraper son retard. Or, depuis le 10 octobre, comme vous pouvez le voir extrêmement clairement ici, quelque chose a basculé. Le Bitcoin a cessé de rattraper son retard, il a continué sa chute libre, tandis que tout le reste continue à monter. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose, contre lequel on ne pouvait rien faire, mais c'est super regrettable parce que je pense que si la situation ne s'était pas dégradée autant le 10 octobre, bon, pour le coup, on ignore toujours l'ampleur exacte de la situation, c'est que Binance y était pour quelque chose, il y a un problème technique sur leur exchange, ou une manipulation, une faille, que sais-je, une exploitation de la sécurité, vous pouvez appeler ça de toute façon comme vous le voulez, mais quelque chose de mauvais s'est produit sur la plateforme Binance, beaucoup de personnes ont été ruinées, plus important encore, les teneurs de marché, les gros investisseurs ont subi des pertes considérables, donc maintenant, tout le monde a perdu confiance et depuis, ils ne cessent de dumper. Donc, on constate encore de plus en plus les répercussions du 10 octobre et les effets de cette date continuent de s'aggraver. Alors, est-ce que ça veut dire que la crypto c'est définitivement fini? Rappelez-vous, il y a toujours la campagne là sur Humain VCA où il y a 100 humains contre... Non, il y a 100 participants et il y a 70 humains contre 30 IA où chacun a eu 10 000 $ et le but c'est de trader et de voir celui qui fait la meilleure perf. Et pour l'instant les gars, les humains ils se font éclater, moins 25%, alors que les IA on est qu'à moins 4%, bon les deux se perdant, mais comme j'expliquais la dernière fois, je pense que dans les phases un peu de range, les humains ils vont prendre trop de risques, ce qui fait qu'au final ils sont plus perdants, alors que les IA elles vont mieux gérer leur money management, mais derrière, si on a des phases de volatilité, je pense que les humains vont plus gagner parce qu'ils auront plus de risques, ils auront plus de positions en fait sur le marché. Mais c'est vrai que pour l'instant, les humains, ils sont bien fait éclater. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.